Gregory Walsh n'avait jamais imaginé qu'une simple ordonnance changerait complètement le cours de sa vie. À 59 ans, il pensait connaître Marie mieux que lui-même. 31 ans de mariage auraient dû signifier quelque chose. Ils auraient dû construire une base solide de confiance et de complicité. Mais cet après-midi de mardi, quand ce petit bout de papier est tombé du dossier de Marie, alors qu'il triait des documents dans son bureau, Grégoire a senti le sol se dérober sous ses pieds. La maison à Bordeaux était silencieuse. Marie était partie plus tôt, prétextant qu'elle allait faire des courses, puis rejoindre ses amis du club de lecture. Grégoire profitait de cet après-midi calme pour ranger les papiers qui s'étaient accumulés depuis des mois. C'était une tâche fastidieuse, mais il aimait le sentiment d'ordre que cela lui procurait. Quand l'ordonnance est tombée par terre, il l'a ramassée sans y penser, juste pour la remettre en place. Mais ses yeux ont accroché quelque chose d'étrange. Le nom sur le papier n'était pas celui de Marie Lefebvre. C'était Paul Garnier. Grégoire a froncé les sourcils. Peut-être une erreur. Peut-être que Marie avait pris par mégarde l'ordonnance de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il a vu l'adresse de la clinique, Centre médical Saint-Augustin, de l'autre côté de la ville. Marie avait toujours dit qu'elle ne connaissait pas ce quartier, qu'elle n'avait jamais eu de raison d'y aller. Pourquoi aurait-elle une ordonnance appartenant à un homme venant d'une clinique qu'elle prétendait ne pas connaître? L'inquiétude que Grégoire ressentait depuis des semaines a soudain pris forme et trouvé un nom. Marie avait changé ces derniers temps. Plus joyeuse, plus soignée, toujours sur son téléphone. Elle parlait sans cesse de leur prochain anniversaire de mariage, disant qu'ils devaient avoir une conversation sérieuse et importante ce jour-là. Grégoire avait supposé qu'elle voulait parler de voyage, de profiter de sa retraite, peut-être même de déménager dans une maison plus petite. Mais maintenant, en tenant cette ordonnance, un sombre soupçon commençait à se former dans son esprit. Il a attrapé son ordinateur portable et les doigts légèrement tremblants a tapé le nom sur Facebook, Paul Garnier. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver le profil. Un homme de 52 ans, professeur de littérature à l'université de Bordeaux, cheveux gris, sourire assuré, photographié lors d'événements culturels et de conférences. L'estomac de Grégoire s'est noué. Marie parlait constamment d'événements culturels ces derniers temps, de conférences passionnantes, de l'émulation intellectuelle qu'elle ressentait. À cet instant précis, Grégoire a pris une décision. Il n'allait pas attendre. Il n'allait pas passer des semaines à réunir des preuves ou à se torturer avec des doutes. Il devait connaître la vérité maintenant. Il a regardé l'heure. 15h30. L'université était encore ouverte. Sans réfléchir davantage, Grégoire a pris ses clés de voiture et est parti. Le campus universitaire était animé à cette heure. Des étudiants marchaient en groupe, sac à dos sur l'épaule et gobelets de café à la main. Grégoire s'est garé devant le bâtiment des lettres et a attendu. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais quelque chose en lui disait qu'il devait être là. 40 minutes plus tard, il a vu Paul Garnier sortir du bâtiment. Le professeur était seul, vêtu d'une veste en tweed et portant une serviette en cuir. Grégoire l'a suivi à distance raisonnable. Paul a marché 3 rues jusqu'à un charmant café appelé Le Coin des Livres. Grégoire a observé de loin le professeur entrer. Il a attendu quelques minutes, puis s'est approché de la vitre, prenant soin de ne pas être vu. Ce qu'il a vu lui a coupé le souffle. Marie était là. Assise à une table dans un coin, elle s'est levée quand Paul s'est approché. Ils se sont embrassés, pas un baiser amical, mais un baiser intime, de ceux que partagent les gens qui gardent des secrets et des moments interdits. Grégoire a vu Marie sourire comme il ne l'avait pas vue depuis des années. Elle a caressé tendrement le visage de Paul et ils se sont assis en se tenant la main. Grégoire a ressenti un mélange de colère, de douleur et, chose inattendue, une clarté absolue. Il a sorti son téléphone et d'une main étonnamment ferme a commencé à prendre des photos. Il a capturé plusieurs angles, s'assurant que tous les deux soient parfaitement visibles. Puis, avant que l'émotion ne le submerge, il a reculé et est retourné à sa voiture. Assis sur le parking, Grégoire a pris plusieurs grandes inspirations. Son esprit tournait à toute vitesse. Il n'était pas homme à faire des scènes émotionnelles, mais il n'était pas non plus du genre à accepter passivement d'être trompé. Il a repris son téléphone et a appelé Richard Moreau, un avocat spécialisé en divorce qu'il connaissait du club de golf. « Richard, c'est Grégoire Lefebvre. Il faut que je te parle. C'est urgent. » 1 heure plus tard, Grégoire était dans le bureau de Richard et lui expliquait tout. L'avocat a écouté attentivement, prenant des notes. « Grégoire, tu as bien fait de tout documenter immédiatement, » a dit Richard en ajustant ses lunettes. « Ces photos, combinées à l'ordonnance, constituent des preuves solides. As-tu accès à l'ordinateur partagé ? » « Oui, je n'avais jamais pensé à fouiller dans sa vie privée.
Mais là, ce n'est plus une question de vie privée, c'est une question de protéger tes intérêts. Quand tu rentreras, essaie de regarder ses emails, mais sois discret. Ne lui montre pas que tu sais. Pas encore. Grégoire a acquiescé. Richard lui a ensuite expliqué les aspects légaux du divorce en France, les délais, le partage des biens et comment la preuve d'adultère pouvait influencer favorablement la répartition des biens en sa faveur. Tu m'as dit que votre anniversaire de mariage est dans 3 jours ? A demandé Richard. Oui, elle m'a dit qu'elle voulait avoir une conversation importante ce jour-là. Richard a secoué la tête. Elle va probablement te demander le divorce. C'est une tactique courante, quoique cruelle, que d'utiliser une date symbolique pour faire l'annonce. Grégoire, tu dois être préparé et garder le contrôle de la situation. Quand Grégoire a quitté le cabinet de l'avocat, le soleil se couchait déjà. Il était resté un moment dans sa voiture, assimilant tout cela. Puis il a pris son téléphone et a appelé Julien, son fils qui vivait à Paris. « Salut papa, qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin que tu viennes à Bordeaux pour notre anniversaire de mariage. » « Bien sûr papa, j'allais justement t'appeler pour vous féliciter tous les deux. Mais tout va bien, tu as une drôle de voix. » Grégoire a pris une grande inspiration. « Non, fiston, ce n'est pas bon, mais je t'expliquerai de vive voix. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance et que tu viennes. Et Julien, n'en parle pas à ta mère. » Il y a eu un silence. Julien connaissait assez son père pour comprendre qu'il se passait quelque chose de grave. « Je serai là, papa. » Quand Grégoire était rentré ce soir-là, Marie était déjà là et préparait le dîner. Elle était de bonne humeur, fredonnant un air. « Coucou, mon chéri, où étais-tu ? J'ai essayé de t'appeler. »« Je suis allé marcher, j'avais besoin de me dégourdir les jambes. » A menti Grégoire avec une aisance qui l'a lui-même surpris. « Et le club de lecture, ça a été ?» Marie a marqué une infime hésitation. C'était formidable. On a parlé de Fitzgerald, tellement profond, tellement romantique. Grégoire a ressenti l'ironie cinglante de ces mots. Romantique. Super, a-t-il répondu d'une voix neutre. Cette nuit-là, après que Marie se soit endormie, Grégoire est allé dans le bureau et a ouvert l'ordinateur partagé. Il connaissait son mot de passe parce qu'ils avaient toujours été un couple ouvert, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il a accédé à sa messagerie et a commencé à chercher. Il n'a pas mis longtemps à trouver ce qu'il cherchait. Des dizaines d'emails échangés avec Paul, des messages qui avaient commencé innocemment autour de la littérature et de la philosophie, mais qui étaient rapidement devenus bien plus intimes. Grégoire a lu des messages où Marie expliquait qu'elle se sentait revivre, que Paul la comprenait comme Grégoire ne l'avait jamais fait. Grégoire lut des récits de rendez-vous secrets, du frisson de la clandestinité, des projets d'avenir, puis il tomba sur l'email le plus récent, envoyé ce matin même. « Paul, je suis nerveuse, mais aussi soulagée. Je vais parler à Grégoire le jour de notre anniversaire. Je sais que ça peut sembler cruel, mais je ressens le besoin de le faire sur une date importante, pour qu'il comprenne que ce n'est pas une décision impulsive. C'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre. J'ai hâte de pouvoir enfin vivre notre histoire sans me cacher. Je t'aime. » Grégoire imprima les emails les plus accablants, les sauvegarda sur une clé USB et effaça l'historique de navigation. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était inébranlable. Marie voulait transformer leur anniversaire en scène de sa trahison. Eh bien, il allait faire de cette scène quelque chose de totalement différent. Pendant les 2 jours suivants, Grégoire se comporta comme si de rien n'était. Il prépara tout avec minutie. Suivant les conseils de Richard, il transféra la moitié de l'argent de leur compte joint vers un compte qu'il avait ouvert spécialement pour cette raison. Il rassembla les documents importants, certificats, titres de propriété, relevés financiers, et les rangea dans un dossier discret. Richard avait déjà commencé à préparer les documents préliminaires de divorce. Pendant ce temps, Marie était visiblement anxieuse. Elle nettoyait la maison de façon obsessionnelle, achetait des ingrédients coûteux pour un dîner spécial, disposait des fleurs fraîches dans chaque pièce. Grégoire observait tout cela avec un détachement presque irréel. C'était comme regarder une pièce de théâtre dont il connaissait déjà la fin, alors que les autres acteurs l'ignoraient encore. Le matin de leur anniversaire, Julien arriva. Grégoire le retrouva dans un café avant de rentrer à la maison et lui expliqua toute la situation en détail. Julien était visiblement secoué. « Papa, je ne sais même pas quoi dire. Maman a vraiment fait ça. Oui, fiston. Et elle comptait tout terminer aujourd'hui. Mais je ne vais pas la laisser contrôler le récit. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais m'assurer qu'elle comprenne les conséquences de ses choix. Et j'ai besoin de toi ici. Pas pour l'affronter, mais pour me soutenir. Tu peux faire ça ? » Julien hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues.
Je suis avec toi, papa. Le dîner commença à 19 heures. Marie avait préparé un repas élaboré, saumon grillé, asperges, pommes de terre rôties et une salade caprese. La table était dressée avec leur plus belle vaisselle, des bougies allumées, une musique douce en fond sonore. Elle était magnifique dans une robe bleu marine que Grégoire ne reconnaissait pas, maquillage impeccable, cheveux parfaitement coiffés. Tout est ravissant, Marie, dit Grégoire, et il le pensait sincèrement. On aurait dit qu'elle s'était habillée pour un enterrement, l'enterrement de leur mariage. Ils mangèrent dans un silence tendu. Marie tentait de faire la conversation, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait son verre de vin. Grégoire répondait poliment, observant chacun de ses gestes, chacune de ses expressions. Après le dessert, une tarte au citron sicilien qui était autrefois le dessert préféré de Grégoire, Marie posa son verre et prit une grande inspiration. « Grégoire, il faut que je te parle de quelque chose d'important. »« Moi aussi, » répondit-il calmement. « Mais d'abord, j'ai une surprise. » Marie cligna des yeux, déconcertée. « Une surprise ?» Grégoire se leva, alla dans le bureau et revint avec le dossier qu'il avait préparé. Il le posa sur la table, entre eux. Nos 31 ans de mariage, c'est une date importante, n'est-ce pas? Ça mérite quelque chose de spécial. Marie regarda le dossier avec un mélange de confusion et d'angoisse grandissante. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. D'une main tremblante, Marie ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient les photos d'elle et de Paul au café, des impressions des emails les plus révélateurs, l'ordonnance qui avait tout déclenché et une lettre officielle de l'avocat de Grégoire entamant la procédure de divorce. Le sang quitta le visage de Marie. Elle feuilleta les documents, choquée, sa respiration devenant saccadée. Quand elle leva enfin les yeux vers Grégoire, des larmes emplissaient ses yeux. « Grégoire, tu allais me demander le divorce ce soir, n'est-ce pas ?» Sa voix était calme, mais lourde d'une émotion contenue. « Le jour de notre anniversaire, tu as tout soigneusement planifié, pensant que ce serait un moment symbolique pour mettre fin à notre mariage. Comment as-tu découvert ? Ton ordonnance au nom de Paul Garnier est tombée de ton dossier il y a 3 jours. Je suis allé à l'université. Je vous ai vus tous les deux au café. J'ai lu vos emails. J'ai parlé à un avocat. J'ai appelé Julien, qui est en route ici maintenant, parce que je voulais que quelqu'un de la famille connaisse la vérité avant que tu ne tentes de contrôler l'histoire. » Marie éclata en sanglots incontrôlables. « Grégoire, je suis désolée. J'ai fait une terrible erreur. Paul ne représente rien. C'était juste une stupide illusion. Je me sentais vieille, invisible, et lui me faisait me sentir vivante. » Grégoire l'interrompit, la voix tranchante. « Ah, tu te sentais vivante en trahissant 31 ans de confiance. Tu te sentais vivante en planifiant d'humilier ton mari le jour de votre anniversaire de mariage. Ce n'était pas pour t'humilier, j'ai juste pensé qu'une date symbolique montrerait que ce n'était pas impulsif. » Grégoire se leva, son calme commençant à se fissurer. « Pas impulsif ? Marie, tu trompes notre mariage depuis des mois. Tu as rencontré un autre homme, construit une relation intime avec lui, projeté un avenir avec lui, et tu as cru qu'annoncer ça le jour de notre anniversaire serait une marque de respect ? J'étais perdu. Grégoire, tu as toujours été si calme, si prévisible. Notre vie était tellement routinière. Paul apportait de l'excitation, des conversations profondes sur l'art et la littérature. Il me faisait me sentir intéressante à nouveau. Et à aucun moment tu n'as pensé à m'en parler, à me dire que tu étais malheureuse, à essayer de sauver notre mariage avant de le détruire. » Grégoire sentit des larmes lui brûler les yeux, mais il les retint. « Tu ne m'as pas donné cette chance, Marie. Tu as simplement décidé qu'il était plus facile de trouver quelqu'un d'autre et de me l'annoncer comme si c'était une décision prise dans une réunion d'affaires. Ce n'était pas comme ça. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui. C'est arrivé comme ça. La passion n'excuse pas la trahison. Et tu sais ce qui est le plus triste ? Tu as transformé notre anniversaire, un jour qui aurait dû célébrer ce qu'on avait construit ensemble, en armes. Tu as voulu utiliser cette journée pour me blesser le plus profondément possible. Et tu sais quoi, Marie ? Tu as réussi, juste pas comme tu l'avais prévu. » Grégoire prit la lettre de l'avocat et la plaça dans sa main. « Tu voulais me demander le divorce ce soir. Considère-le accordé, mais cette fois, ce sont mes règles. Tu as 2 options. Soit tu quittes la maison ce soir volontairement et tu vas à l'hôtel, soit c'est moi qui pars. Dans tous les cas, ce mariage est terminé. Et Marie, j'ai des preuves solides d'adultère, ce qui influencera fortement la répartition des biens. Tu as utilisé notre argent pour des rendez-vous avec Paul, pour des cadeaux, pour construire cette vie parallèle. Tout cela sera pris en compte. »
Marie paniquait maintenant. « Grégoire, je t'en supplie, ne fais pas ça. J'ai commis une terrible erreur, mais je t'aime. Paul n'était qu'une illusion, une stupide crise de la cinquantaine. On peut surmonter ça. »« Tu m'aimes » répéta Grégoire avec un rire amer. « Tu étais littéralement en train de planifier de mettre fin à notre mariage ce soir pour pouvoir être avec lui. Ce matin même, tu lui écrivais que tu avais hâte de vivre votre histoire sans vous cacher. Ça n'est pas de l'amour, Marie, c'est de la commodité. Tu n'es désolée que parce que tu t'es fait prendre. » À cet instant, la sonnette retentit. C'était Julien. Grégoire alla ouvrir et revint avec son fils, qui regarda sa mère avec une profonde déception. « Maman » fut tout ce qu'il parvint à dire. Marie sanglota. « Julien, mon chéri, je peux t'expliquer ?»« Non » l'interrompit Julien. Julien secoua la tête, la voix ferme malgré l'émotion. « Il n'y a aucune explication qui justifie ce que tu as fait. Papa m'a tout raconté. Tu allais détruire notre famille ce soir, le jour de votre anniversaire, et tu n'as même pas eu la décence d'être honnête avant de prendre cette décision. » Grégoire posa une main sur l'épaule de son fils. « Julien, s'il te plaît, emmène ta mère dans la chambre d'amis. Elle y passera la nuit et demain nous trouverons un endroit où elle pourra séjourner le temps de régler le divorce. » Marie tenta de protester, mais elle était vaincue. Elle monta l'escalier avec Julien, ses sanglots résonnant dans toute la maison. Cette nuit-là, Grégoire dormit mal, non pas parce qu'il regrettait sa décision, mais parce que 31 ans de vie commune ne s'effacent pas sans douleur, même quand ils ont été brisés par la trahison. Le lendemain matin, Marie tenta une dernière fois sa chance. Elle descendit l'escalier, les yeux gonflés et rougis par les larmes. « Grégoire, je t'en supplie, donne-moi une chance de réparer ça. Je vais rompre avec Paul. On peut aller en thérapie de couple. Je ferai tout ce que tu veux. » Grégoire buvait déjà son café, habillé et prêt pour la journée. « Marie, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de Paul. C'est une question de toi, de tes choix, de ta volonté de m'humilier, de la manière dont tu as minutieusement planifié de mettre fin à notre mariage, précisément le jour où il aurait dû être célébré. Tu as tué ma confiance, mon respect pour toi et tout amour qui pouvait encore exister. Qu'est-ce que tu veux réparer exactement? Ton image devant les autres? Ta sécurité financière? Parce que le mariage, pour toi, était déjà mort depuis des mois. Ce n'est pas vrai. J'étais perdu, j'avais peur de vieillir, d'être oublié. Alors tu aurais dû m'en parler. Mais tu as choisi une autre voie, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. » Marie quitta la maison ce matin-là. Grégoire appela Richard et lança officiellement la procédure de divorce. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La nouvelle se répandit rapidement parmi les amis et la famille. Las de garder des secrets, Grégoire fut honnête sur les raisons de la séparation. La réaction fut presque unanime, choc et soutien envers Grégoire. Les amis que Marie considérait comme proches prirent leur distance, sidérés non seulement par l'infidélité, mais par la cruauté de planifier l'annonce du divorce le jour de leur anniversaire de mariage. Paul Garnier, lorsqu'il apprit que tout avait été découvert et qu'il se retrouvait impliqué dans un divorce potentiellement public, réagit comme on pouvait s'y attendre. Il commença presque immédiatement à prendre ses distances avec Marie. Quand elle tenta de le voir à l'université, il se montra froid et distant. « Déaxo, Marie, je n'avais pas réalisé que les choses étaient aussi compliquées. Je pensais que tu avais déjà rompu avec ton mari, que vous vous sépariez à l'amiable. Je ne peux pas m'impliquer dans un divorce conflictuel. J'ai ma carrière, ma réputation à préserver. Mais tu disais que tu m'aimais, tu disais que tu voulais un avenir avec moi. J'ai dit beaucoup de choses dans le feu de l'action. Mais la réalité est différente de la fantaisie. Marie, je suis désolé, mais je pense qu'il vaut mieux arrêter notre amitié ici. » Marie fut dévastée. Elle avait tout perdu, son mari, son amant, la plupart de ses amitiés, le respect de son fils. Elle s'installa dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, loin de tout ce qu'elle connaissait. La procédure de divorce dura 6 mois, avec des preuves claires d'adultère et de l'utilisation des fonds communs pour entretenir la liaison. Grégoire obtint une répartition des biens très favorable. Il conserva la maison, la plus grande partie de leurs économies, et Marie dut payer une part importante des frais d'avocat. Julien maintint le contact avec sa mère, mais leur relation ne fut plus jamais la même. Il voyait clairement comment ses choix avaient assez détruit non seulement le mariage, mais toute la famille. 1 an après cet anniversaire fatidique, Grégoire était dans un endroit très différent. Il vendit la maison pleine de souvenirs douloureux et acheta une petite propriété près de la côte atlantique, un rêve qu'il avait toujours eu mais jamais osé concrétiser. Il reprit d'anciens hobbies,
recommença à voyager, rendit plusieurs fois visite à Julien à Paris. Il se remit même à fréquenter quelqu'un. Il rencontra une femme prénommée Patricia dans un club d'astronomie amateur qu'il avait rejoint. Ce n'était pas encore sérieux, mais c'était agréable d'avoir de la compagnie, de parler des étoiles et de l'univers sans le poids des trahisons passées. Julien venait souvent voir son père, et les deux hommes étaient plus proches que jamais. Grégoire était en paix avec lui-même. La douleur de la trahison existait encore. Elle existerait probablement toujours à un certain degré, mais il avait retrouvé sa dignité. Il s'était prouvé qu'il n'était pas la victime passive qu'Amanda avait imaginée. Marie, de son côté, était seule. Paul ne lui adressa plus jamais la parole. Ses anciennes amies l'évitaient. Elle travaillait à la bibliothèque municipale, rentrait dans son petit appartement vide et vivait avec le poids de ses choix. Elle avait essayé de renouer avec certains cercles, mais l'histoire de sa trahison la précédait. Les gens restaient polis, mais distants. Elle était devenue un avertissement vivant, un exemple de la manière dont la trahison et l'arrogance peuvent détruire une vie soigneusement construite. Ce que Marie regrettait le plus, ce n'était même pas d'avoir perdu Grégoire ou Paul. C'était la façon dont elle avait tout planifié. Cet anniversaire, qu'elle avait imaginé comme un moment de libération et de nouveau départ, était devenu la plus grande erreur de sa vie. La demande inattendue qu'elle avait si soigneusement préparée s'était transformée en piège parfait, un piège dans lequel elle s'était elle-même enfermée. Par une claire nuit d'été, Grégoire se tenait sur la terrasse de sa nouvelle maison, observant les étoiles à travers son nouveau télescope. Patricia était à ses côtés et lui indiquait une constellation lointaine. Il pensa brièvement à Marie, à la manière dont elle s'était tellement focalisée sur la recherche d'excitation et de passion qu'elle en avait perdu de vue ce qui comptait vraiment, l'honnêteté, le respect, un véritable partenariat. Il sourit intérieurement. Oui, il avait été pris au dépourvu par la trahison, mais il n'avait pas été vaincu par elle. Il avait repris le contrôle, refusé d'être humilié et était ressorti de l'autre côté avec sa dignité intacte. La demande inattendue qu'Amanda avait prévu de faire ce jour-là avait réellement tout changé, juste pas comme elle l'avait imaginé. Elle avait construit un piège élaboré, planifiant chaque détail de la fin du mariage à la date la plus symbolique pour eux. Mais à la fin, elle fut la seule à y tomber, perdant non seulement un mari, mais toute la vie qu'elle s'était construite. Tandis que Grégoire, à partir des cendres de ce mariage détruit, avait trouvé la force de rebâtir quelque chose de nouveau et de vrai. Et en levant les yeux vers le ciel nocturne, Grégoire Lefebvre ressentit enfin quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'espoir. L'espoir que ses plus beaux jours étaient encore devant lui, que la trahison qui avait failli le détruire l'avait en réalité libéré pour vivre une vie plus authentique et plus heureuse. Le piège s'était refermé, mais il n'y était plus pris. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À très bientôt!